Bonjour, nous sommes le 29 mars 2020. Cette vidéo que j'enregistre en cette période particulière de pandémie est destinée aux participants à la section clinique d'Aix-Marseille, année 2020. Et pour laquelle nous avons donné pour titre, qui oriente l'année de travail, psychose ou pas psychose. Et le travail que je présente donc est une interrogation à nouveau sur la psychose. Mais pour ce faire, je vais parler d'un auteur, d'un artiste, ou plus justement d'un poète, qui a beaucoup marqué ses contemporains, à savoir Antonin Artaud. Et j'ai donné pour titre de cette intervention, qui fait l'objet de cette vidéo, Antonin Artaud, et je cite une phrase du poète, « obturer l'infini percé », P-E-R-C-E. La vidéo sera en deux parties. Voici donc la première. Mais avant de commencer, je tiens à dédier ce texte à la mémoire de Florence Loeb, la fille du célèbre galeriste Pierre Loeb, qui a exposé les surréalistes, qui a exposé les dessins d'Antonin Artaud, et c'est dans cette galerie que le peintre Balthus avait exposé aussi certaines de ses œuvres, qui avait fait l'objet d'un commentaire d'Antonin Artaud absolument magnifique, et c'est probablement le meilleur texte que l'on trouve sur Balthus, qui a eu souvent des commentateurs relativement scolaires ou approximatifs. Florence Loeb, qui était une amie d'Antonin Artaud, que j'avais rencontrée lors d'un vernissage d'une exposition Artaud au Kunstmuseum à Vienne, en Autriche, et qui m'avait parlé pendant 2 jours, quasiment en non-stop, de son lien à Antonin Artaud. C'était un ami, et la jeune fille de 16-17 ans, qu'elle était alors, parlait à Antonin Artaud, et même elle précisait, c'est le seul adulte à cette époque à qui je pouvais parler. Elle l'attendait donc à l'arrêt du bus à Paris-Centre. Artaud sortait de la clinique où il était hospitalisé, il se mettait sur un banc, et Florence parlait et Antonin écoutait. Et du reste, il existe certains portraits de Florence réalisés par Antonin Artaud, et vous les trouverez dans les catalogues qui recensent les œuvres graphiques du poète. Je ne suis pas le premier à parler d'Antonin Artaud, et je ne le fais qu'avec une extrême modestie. De nombreux auteurs, et non des moindres, se sont intéressés à Antonin Artaud. Et même dans le champ de la clinique, certains psychiatres de ma génération me disaient qu'ils n'avaient choisi, à l'intérieur de leurs études de médecine, ils avaient choisi de devenir psychiatre justement après avoir lu Antonin Artaud, ces textes où sa folie se déplie, les ayant absolument fascinés. Et du reste, la fascination est un risque. Être fasciné par Antonin Artaud, être fasciné par ses fulgurances, être fasciné par sa façon de dire et par son œuvre graphique, c'est très précisément à la fois ce qui peut rendre compte de l'intérêt qu'on peut avoir pour le poète, mais en même temps, cette fascination peut faire obstacle à un commentaire plus à froid, cette fameuse froideur
du clinicien qui a tout son intérêt. Donc, première partie. Je précise, je rappelle, car tout cela est connu, et on voit bien, puisque je vais parler d'Antonin Artaud, cette intervention n'est pas simplement destinée aux cliniciens. Ceux qui connaissent la psychiatrie et ceux qui ont lu la psychanalyse et Jacques Lacan. Cette intervention va au-delà et peut intéresser des lecteurs d'Artaud, des lecteurs des surréalistes, des lecteurs de la poésie. L'œuvre d'Antonin Artaud, donc, dans ses formes multiples, la poésie, la critique, le théâtre, voire le cinéma, et bien sûr les dessins, que cette liste n'est pas exhaustive, donc l'œuvre est au croisement du discours critique et du discours clinique. L'histoire des travaux sur Artaud suit, me semble-t-il, cette ligne de démarcation. Faut-il alors choisir une troisième voie qui parlerait de la folie et de l'œuvre, en tentant de nouer Artaud psychotique et Artaud génie? Cette option a ses lettres de noblesse, Michel Foucault, Maurice Blanchot, Jean Laplanche par exemple. Mais en faisant de cette conjonction problématique le cœur de sa réflexion, elle tend à négliger et la critique et la clinique. Pourquoi cette remarque? Pourquoi ce risque de négliger les deux termes que je mets en tension critique et clinique? C'est que ce EET qui joint folie et œuvre pose une unité de fait où le génie poétique est le strict répondant de la folie. Artaud est d'autant plus fou qu'il écrit ce qu'il écrit, ainsi les glossolalies, et Artaud est d'autant plus un grand poète qu'il peut écrire ce qu'il écrit à cause ou malgré sa folie. La boucle est bouclée, folie et œuvre sont désormais inséparables et l'unitarisme qui fonde ces approches inéliminable. Dans cette série d'approches, il y a un nom qui détonne, qui fait autrement. Il s'agit de Jacques Derrida, qui en son temps proposa une autre lecture. Lire, disait-il, Artaud avec les outils qu'Artaud élabora. Le poète, selon lui, nous enseignerait un avant, la conjonction-disjonction, un avant le et et le ou bien. Il n'y a donc plus le corps et ou la parole, mais une parole devenue corps. Il n'y a plus le corps et ou le théâtre, mais un théâtre, dit de la cruauté, advenu par le corps, etc. Une telle lecture, qui se veut, selon Derrida, anti-métaphysique et anti-unitariste, résonne dans ses résultats comme un plaidoyer pro-domo. L'auteur découvre chez Artaud la théorie qu'il est en train lui-même de construire. Avant le langage existerait une écriture plus ancienne, dite architexte ou archiparole. Une conséquence, Artaud se fond dans la théorisation tirée de son œuvre. Il n'en demeure pas moins que l'apport de Derrida, en essayant de casser cette conjonction-opposition entre la clinique et la critique, offre une voie nouvelle.
Notre interrogation pour cette vidéo, aujourd'hui, sera plus limitée. Elle porte sur deux points. Le premier, qui constituera la première vidéo, peut se dire ainsi. De quoi témoigne la position de notre poète? Il nous donne la réponse. Il y a eu rapt du langage et, conséquence, envoûtement de son corps. Deuxièmement, et cela correspondra à la deuxième vidéo, quelle est la place et la fonction de l'œuvre graphique, dans ce témoignage auquel elle donne forme poétique et, je l'ai déjà dit, graphique justement. J'emploie le terme d'œuvre depuis que j'ai commencé à parler d'Antonin Artaud. Bien sûr, le terme est juste, c'est ainsi que l'on parle dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire des arts visuels. Mais c'est un terme qu'Artaud n'aurait pas aimé. Et il y a un terme qu'il emploie à propos de son œuvre graphique, et j'y reviendrai, qui me semble bien plus juste. C'est mes, M-E-S, mes documents. Donc si l'on parle à partir de ce que dit Artaud, il vaut mieux employer l'expression « mes documents », et si l'on parle à partir d'un champ extérieur, celui par exemple du champ esthétique, on peut dire l'œuvre. Ce qu'il faut voir, c'est que, et je reprends le terme que je viens d'inquiéter, l'œuvre n'est pas que témoignage. Elle assure une construction et même une véritable élaboration conceptuelle. Ainsi, le théâtre de la cruauté, qui redéfinit la représentation et sa clôture habituelle, en référence à un nouveau corps désenvoûté. Par ailleurs, l'œuvre graphique du poète, indissociable de la cruauté, assure une fixation d'être par un étonnant travail sur la lettre L-E-2-T-R-E, dessinée, peinturlurée. Elle fait réponse au rapt du langage et tente de sortir Artaud, c'est un travail dantesque, de son envoûtement par l'invention de totems d'être. D'-E-R, accent circonflexe, T-R. Donc je vous ai dit par ces deux questions comment je me propose de poser deux questions modestes, limitées, et ce n'est pas un artifice de le dire, pour aborder l'immense œuvre d'Artaud. Et quand on parle d'un travail artistique, la fameuse œuvre, une fois qu'on a posé la question, il faut nommer les outils dont on va faire usage pour à la fois construire les questions que l'on pose et donner des réponses qui tiennent à peu près la route. Évidemment, il y a un terme qui s'impose, c'est celui de sublimation, dont Lacan a donné des acceptions précises et radicales. Mais ce concept de sublimation, cher à la psychanalyse, me semble-t-il, est limité
rendre compte et interroger Antonin Artaud. Il faut d'autres outils. On n'annule pas la catégorie de sublimation, mais on en voit les limites et on fait appel à d'autres concepts qu'on trouve dans l'enseignement de Lacan lui-même. C'est lorsque lui-même, Lacan, pense contre Lacan, donc ne va plus définir la sublimation comme il le faisait, et il va inventer un mot nouveau, une conceptualisation nouvelle, dont l'intérêt est de faire surgir le corps, la jouissance. Ce concept, vous le trouvez à la fin de l'enseignement de Lacan, et notamment dans son séminaire 23, où il parle de l'écrivain irlandais James Joyce, et qui a pour titre en français, dans l'édition, Le Saint Homme. Quel est ce mot? Ce mot, c'est d'abord une écriture. Le mot escabeau, qui est à lire escabeau, l'escabeau, le mot banal désignant l'objet sur lequel on monte, Lacan l'écrit grand S, point, grand K, point, B-E-A-U. Donc le mot escabeau, ainsi que je viens de le reprendre dans sa graphie nouvelle, à lire escabeau, est inventé en 1975 par Lacan pour qualifier donc l'esthétique de James Joyce. La sublimation, via la question de l'œuvre d'art et l'identification affirmée de l'écrivain irlandais à l'artiste, y est impliquée, comme en témoigne le livre achevé en 1914 qui porte pour titre « Portrait de l'artiste en jeune homme ». Mais, je l'ai déjà rappelé, il y a une théorie de la sublimation très, très puissante chez Lacan, une théorie complète de la sublimation, et elle avait été élaborée en 59-60 par Lacan dans son séminaire « L'éthique de la psychanalyse ». Et une affirmation résumée, son avancée. Je cite, « Et la formule la plus générale que je vous donne de la sublimation est celle-ci. Elle élève un objet, je fais une incise, n'importe quel objet, quasiment n'importe quel objet, je ferme l'incise, à la dignité de la chose, qu'il écrit avec un C majuscule, cette chose qui traduit das Ding freudienne et qu'il définit alors comme cette réalité muette qui commande, qui ordonne. Donc c'est prendre un objet inséparable du réseau signifiant pour l'élever à la dignité de la chose qui, elle, ne parle pas, est réalité muette, mais ne cesse pas pour autant d'être active et ô combien, puisqu'elle commande et puisqu'elle ordonne. Et on sait que le séminaire « L'éthique de la psychanalyse » a fait rupture dans l'enseignement de Lacan, puisque les 6 séminaires qui précèdent ne cessent de déployer l'inconscient qui travaille, les jeux signifiants, lus chez Freud à partir des repères de la linguistique saussurienne, eh bien, le séminaire « L'éthique de la psychanalyse », lui, affirme ce qui ne parle pas et qui commande, ordonne et est même au cœur de l'affaire. Dans cette optique, et en reprenant la définition par Lacan de la sublimation, celle-ci, et ça va parfaitement
dans le sens de ce que Freud lui-même avait pu affirmer, la sublimation est une élévation, une opération ascensionnelle, une Aufhebung, comme l'on dit, reprenant un terme de Hegel, c'est-à-dire de dépasser les termes mis en dialectique, et l'Aufhebung, c'est un effet de la dialectique, les termes sont maintenus, mais transformés par un dépassement, par une avancée. C'est la puissance de la dialectique qui permet de produire du nouveau. Donc le mot escabeau, S-K, plus loin, beau, B-E-A-U, est réemployé ici par Lacan avec sa typographie étonnante pour dénuder ce réel auquel l'artiste se confronte et que les sublimations possibles prises à la fois dans l'enrobement imaginaire et dans les signifiants valorisés de l'ordre symbolique voilent au cœur du beau, mais aussi du vrai, du bon, du parfait, du sublime, etc., se trouve toujours ce SK énigmatique et hors sens. C'est une reprise de Das Ding, mais d'une autre façon. Tel est donc le bouger conceptuel, et je ne le rappelle que parce que ce bouger a des conséquences, qu'opère Lacan entre 1960 et 1975. La chose, das Ding, est présentée comme une sphère fermée, close sur elle-même, pur silence, inatteignable, et la sphère céleste et Dieu, dans cette présentation, dans cette référence, ne sont pas bien loin. L'escabeau, lui, est bien plus modeste. Si vous le prenez dans sa matérialité d'objet quotidien, on s'y hisse, mais pas bien haut. Il est plutôt bricolé et relève du tordu. Non pas du droit ou du rond, du tordu. Cette référence au tordu a son importance. En effet, ce n'est pas simplement une métaphore, mais une différence quant à la structure. Je cite Lacan dans son séminaire Le Saint-Homme, le réel du droit, c'est le tordu. Le tordu l'emporte sur le droit, entendez le droit, la ligne droite, la règle droite, celle qui a pu servir à taper sur les doigts des élèves par des maîtres qui voulaient que le concept ait cette puissance, pour le faire entrer dans le corps, donc le droit n'est qu'une espèce de tordu. L'escabeau, le modeste escabeau, le petit escabeau, est le réel de la sphère, affirme Lacan, qui dit « je dis ça pour m'en faire un » d'escabeau, et justement d'y faire déchoir la sphère jusqu'ici indétrônable dans son suprême escabeau. C'est pourquoi, toujours Lacan qui parle, je démontre que l'escabeau est premier, parce qu'il préside à la production de la sphère. Autrement dit, le droit, ou ce que l'on croit être le droit, universalisé, se construit à partir du singulier du tordu, en essayant de faire oublier que le tordu est toujours préalable. Il y a un tour de passe-passe. Ce ne fut pas d'abord droit et ensuite c'est devenu tordu,
c'est que c'est toujours tordu, mais le tordu de X n'est pas le tordu de Y, et ainsi de suite. Et à partir de là, il y a cette opération qui neutralise les particularités pour faire croire en l'existence d'un droit commun à tous. En 1960, la sublimation est donc montée vers les cieux, et en 1975, les cieux déchoient un réel et dénudé, ouvrant, c'est un point déterminant, à un usage, à des usages. Et l'œuvre, la production artistique, se situe justement au niveau de ces usages du réel ainsi dénudés. Là où, peut-être pour d'autres, il resterait en l'état de réel dénudé sans conséquence. Mais c'est pour ça que ces remarques sont d'autant plus importantes pour lire et se laisser enseigner par Antonin Artaud, c'est que dans ces usages, dans cette nouvelle définition de la sublimation, où sublimation égale désormais escabeau, comme le rappelle Jacques-Alain Miller dans son commentaire du séminaire 23, que l'on trouve à la suite du séminaire dans l'édition Au Seuil, c'est que le corps des sujets parlants y est engagé. Mais comment? Je cite Lacan, l'escabeau, c'est ce qui conditionne que chez l'homme, eh bien l'homme, le fait qu'il vit de l'être, autant qu'il a son corps. Il ne l'a d'ailleurs qu'à partir de là. Comme c'est une phrase difficile, Lacan essaie en quelque sorte, dans la théorie, de parler à la manière de Joyce, je vais relire la phrase. L'escabeau, c'est ce que conditionne chez l'homme le fait qu'il vit de l'être, autant qu'il a son corps, il ne l'a d'ailleurs qu'à partir de là. Et cette phrase, complexe, je vous l'accorde, résonne avec ce passage connu de Radiophonie, l'écrit de Lacan daté de 1970. Je cite, « Mais c'est incorporé que la structure fait l'affect, ni plus ni moins. Affect seulement apprendre de ce qui de l'être s'articule, n'y ayant qu'être de fait, soit d'être dit de quelque part. Par quoi s'avère que du corps, il est second, qu'il soit mort ou vif. » Phrase là aussi difficile, je ne peux que vous renvoyer à l'article Radiophonie où chacun pourra ensuite la décrypter. Et ce travail a toute son importance avec un crayon à la main et en marquant les mots difficiles sur son papier. Ce que, comme de très nombreux élèves de Lacan, j'ai fait et je continue à faire. Évidemment. Donc c'est l'idée qu'il y a le corps engagé. Et que la structure, entendre l'ordre symbolique, il s'incorpore. Il marque le corps. Il l'affecte. Dans les années 1960, le Lacan flamboyant, le symptôme freudien est pour Lacan vérité. Vérité cachée, mais vérité, il est métaphore. Par contre, avec l'escabeau, le symptôme, dans cette écriture-là, avec le TH, devient événement de corps. Quelque chose advient au corps, dans sa matérialité de corps. Voilà des balises robustes, certes difficiles, mais robustes, tirées de la fin de l'enseignement lacanien et que je ne fais que résumer succinctement.
Et je vois la limite de ce résumé par rapport à une démonstration plus ample et que je ne souhaite pas produire ici aujourd'hui puisqu'il faut en venir à Artaud. Je propose d'en tirer quelques conséquences, de les mettre au travail et donc d'éclaircir aussi ces concepts pour nous-mêmes qui nous sont d'abord difficiles. Et pour ce faire, je vous propose de lire le poète Antonin Artaud à l'aune de ces multiples événements de corps, dont il ne cesse, non sans génie, de porter le témoignage dont il est, à proprement parler, le martyr, celui qui fait l'épreuve de ces événements de corps disruptifs. Ce dernier enseignement sur la psychose, lorsqu'on le réfère aux outils de la fin de l'enseignement de Lacan, eh bien, il a une fonction d'enseignement pour la clinique. Je vais réduire maintenant les références à la doctrine. Je ne vais plus les citer. Je vous demande de les garder là comme boussole après avoir posé ces deux questions. De quoi témoigne Artaud dans ce qui lui arrive et ensuite quelle fonction pour les usages qu'il fait du réel qu'il rencontre et qui donne naissance à une forme poétique et graphique. Donc, Antonin Artaud, ces mots. M-O-T-S. La perte des mots, la perte du langage. Le 31 janvier 1948, Artaud, dans un poème, rappelle ce qui lui arriva 10 ans auparavant, en 1937. Il y a pour lui un avant et un après 1937. Cette date inscrit un véritable bouleversement dans sa vie où apparaît ce déclenchement qui voit son monde mental s'effondrer. Mais que s'est-il passé? Réponse, la réponse d'Artaud lui-même, le langage est parti. Et je lis le poème. « 10 ans que le langage est parti, qu'il est entré à la place, ce tonnerre atmosphérique, cette foudre, devant la pressuration aristocratique des êtres, de tous les êtres nobles. » Fin de citation. Mais comment cela fut-il possible? C'est la question que je pose. Réponse d'Artaud, par un coup, COUP, par un coup anti-logique, anti-philosophique, anti-intellectuel, anti-dialectique de la langue. Fin de citation. L'effet est précis. La langue, nous dit-il, ne s'articule plus comme auparavant. L'être, L', E accent circonflexe TRE, n'est plus une unité qui nous secourcie à cette pensée-là. L'identité de soi à soi n'opère plus. Et Artaud parlera d'une érosion dans la pensée. Je cite le poème un peu longuement. Cet éparpillement de mes poèmes
ces vices de forme, ce fléchissement constant de ma pensée. Il faut l'attribuer non pas à un manque d'exercice, de possession de l'instrument que je maniais, de développement intellectuel, mais à un effondrement central de l'âme, à une espèce d'érosion essentielle, à la fois fugace, de la pensée, à la non-possession passagère des bénéfices matériels de mon développement, à la séparation anormale des éléments de la pensée. Il y a donc un quelque chose qui détruit ma pensée, un quelque chose qui ne m'empêche pas d'être ce que je pourrais être, mais qui me laisse, si je puis dire, en suspens, un quelque chose de furtif qui m'enlève les mots que j'ai trouvés. Fin de citation. L'adjectif furtif, l'étymologie latine faisant surgir la dimension de vol en douce, sans se montrer, sans être pris, avec grande rapidité. Cet adjectif donc se retrouve dans l'expression rapt, furtif, utilisée dans le poème Le Pèse-Nerf. Le rapt furtif, c'est le vol à la dérobée. Il porte sur les mots, aussitôt trouvés par la pensée, c'est l'effet logique, philosophique, intellectuel, dialectique de la langue. Donc les mots aussitôt trouvés, ils sont dérobés, vite et sans retour possible. Le rapt touche prioritairement les mots articulés. Il est un coup, COUP, porté contre la pensée et son élaboration mentale. Le rapt accompli reste, je cite Artaud, des trous de vide de plus en plus incommensurables. Fin de citation, où s'invoque la foudre, le tonnerre. Je cite, néant interne de mon moi, qui est nuit, néant, irréflexion. Fin de citation. Artaud ne s'y trompe pas lorsqu'il donne son nom à ce trou vidé de sa présence. Il dit « l'être n'existe pas ». Je cite « Je suis seul à pouvoir parler de l'être parce que je suis le seul à savoir par antécédente expérience que l'être n'existe pas. » Fin de citation. L'être, après la disparition du langage, n'est plus. Perte du langage et perte de l'être sont inséparables parce qu'identiques. Le langage fait l'être. Je cite « Oui, moi, Antonin Artaud, 50 piges, 4 septembre 1896 à Marseille, Bouches-du-Rhône, France. Je suis ce vieil Artaud, nom étymologique, il écrit avec un THY du néant, et qui bientôt aussi abandonnera cette étymologie avec tous les acides éthymine, lilique, éthynime, thylique, éthylique, thalique, manimane, thymsilique, éthylamétique, tatrique, taltique et taltalique et manimanétique de Manitou, manique, éthane et métamnique qu'elle contient. Cette description, avec ces mots que vous ne trouverez pas forcément dans le dictionnaire ou dans un manuel de chimie, cette description donc nomme l'expérience d'Artaud. Sa pensée s'érode sous l'effet de ces acides, dont l'énumération se fait selon l'axe métonymique du délire. Elle est vidée de ce qu'elle contient, de tous ses contenus d'acide. « J'étais le vide », dira-t-il, mais ce n'est pas une phrase de Chiquet. « J'étais le vide ». Artaud nommera, je cite, son sentiment de vide inépuisable qui est en moi, de la perte et de la chute à pic de tout sentiment à peine éclos et né. Fin de citation. Son nom même se réduit étymologiquement, avec THY, au néant.
Artaud est son propre nom, NOM bien sûr, de néant. Ce que l'on appelle l'esprit, et que l'on retrouve dans l'expression commune « avoir tous ces esprits », fait désormais défaut. Je cite « Ça n'existe pas, les esprits. Ce n'est qu'une bave sortie de l'homme, une sorte de tempo dédoublé de sa vie. Qui dit « je suis esprit » n'est qu'un double, et avoue sa race de double, et c'est tout. Car un esprit n'est plus en vie. » Fin de citation. Ce trou vide entend résonner les glossolalies, la désarticulation du langage, la perte de la logique, l'affirmation de la suite homophonique métonymique. Je cite, radar, tabule zabizar, radar tabule, satarulde, à la bizarre, radar tabule, à la putard. Fin de citation. Artaud, en se comparant à Van Gogh, l'immense peintre, comme lui, suicidé de la société, le dit en une phrase, je cite, « Je suis comme le pauvre Van Gogh, je ne pense plus. » Fin de citation. Les mots, avec la pensée, l'esprit, l'être et le corps qui tient, sont partis. C'est comme résultat de ces disparitions la même, déclarée en 1937, désormais saisie en ses multiples effets, que notre poète commente le travail de Van Gogh. Je cite, « La peinture de Van Gogh aura été celle d'un temps où il n'y eut pas d'âme, pas d'esprit, pas de conscience, pas de pensée. » Fin de citation. À la finitude de la clôture du mot, de la pensée, de la conscience, de l'âme, Artaud oppose l'infini. Je cite, « Et il avait raison, Van Gogh. On peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini. Il y a assez d'infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier 1000 grands génies. » Mais surtout, Van Gogh voulait enfin rejoindre cet infini pour lequel, dit-il, on s'embarque comme dans un train pour une étoile. Fin de citation. Et ces étoiles que Van Gogh peindra dans des ciels nocturnes. Le poète arrivera même à affirmer que le mental n'existe pas, qu'il n'est qu'une façon de faire maladroitement exister les subterfuges de l'esprit, selon son expression, qu'il est une ruse de Dieu, des prêtres, des savants, des psychiatres, etc. Je cite, « Il ne peut y avoir de maladie mentale parce qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu de mental. Le mental étant un organisme faux, qui ne répond à rien, ne correspond à rien chez aucun homme vivant et serait matériellement parlant beaucoup plus décelable chez certaines races de, le mot manque, que dans la désespérante race humaine. Non, les hommes n'ont pas de mental. » Fin de citation. Il clamera, je cite, « Gérard de Nerval n'était pas fou. Non, Van Gogh n'était pas fou. » Fin de citation. Et pour lui-même d'ajouter, « Vous délirez, monsieur Artaud, vous êtes fou. » Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Fin de citation. Fou n'est pas pour Artaud le mot qui le désigne, alors qu'il n'hésite pas à parler de son délire de, je cite, « sempiternel persécuté ». Il se nomme plutôt comme celui qui va, tel Van Gogh, je cite, rétablir les faits. Il est, je le cite, extralucide et porteur d'une terrible sensibilité, selon son mot. Le langage étant donc écarté, c'est l'adjectif qu'il utilise, les semblants ne tiennent plus. L'image se vide
de son agalma. Et le décor, même artificiellement phallicisé, tombe. Je cite, « Cette vie n'est qu'un cadre, une plaisanterie, une façade sinistre. En réalité, tout est truqué. » Fin de citation. La logique signifiante, vidée du signifiant phallique, qui l'ordonne et conditionne les effets de signifier, je paraphrase Lacan dans son séminaire 3 consacré aux psychoses, perd son capitonnage et la nomination devient inopérante. Je cite, « Il n'y a rien qui se puisse nommer. Les choses n'ont pas de nom et on ne peut donner un nom aux choses sans être tout de suite cocu ou marron. » Fin de citation. Et vous voyez combien ces formulations résonnent ô combien avec la façon dont Lacan pourra insister sur le langage qui n'est toujours que fiction, et quant à la question de l'être, chacun est cocu ou marron, puisque son être n'est pas dans la chaîne signifiante, mais qu'il y est représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui produit des effets de sujet. Je ferme la parenthèse psychanalytique. Le résultat qui s'en déduit est nommé. Je cite, « Il ne me parut jamais que l'atmosphère fût devenue clairement définitive pour moi. » Fin de citation. Le défaut de ce capitonnage signifiant-signifié, que seul lèverait le brouillard de la signification, est la cause de cette absence de clarté. Il dit ici ce qui manque, c'est ce signifiant, du lieu de l'autre comme autre de la loi. Corrélativement, il se produit dans le lieu du signifié, cette fois une perturbation. Disons que le contournement du trou au niveau du signifiant de l'autre, quant à, empêche la mise au point du signifié. Cette citation, évidemment, vous l'avez entendu, n'est pas d'Artaud, mais de Jacques-Alain Miller, qui, dans l'une de ses interventions dans les rencontres des sections cliniques, avait pu poser ce point, la rencontre ayant eu lieu à Arcachon. Corps, rapt, envoûtement. Ce départ du langage effectué, son résultat obtenu, comme il dit néant interne de mon moi, que reste-t-il? Tout a-t-il disparu? Le rapt des mots et de la pensée a laissé un reste. C'est le corps d'Artaud, non pas son image au miroir, petit i de A, mais son corps comme matérialité, comme masse, comme petit a. Les références à ce statut du corps pullulent dans l'œuvre du poète. Par exemple, je cite, « Car s'il n'y avait ni esprit, ni âme, ni conscience, ni pensée, il y avait du fulminant, du volcan mûr, de la pierre de transe, de la patience, du bubon, de la tumeur cuite et de l'escarre décorché. » Fin de citation. À la disparition du langage et de ce qu'il produit ici, esprit, âme, conscience, pensée, fait pendant une nouvelle matérialité, fixe, consistante, inerte, dont le poète fait l'épreuve. L'absence de l'un, le langage, est la condition de possibilité de la présence de l'autre, le corps. Je cite, « Il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose qui soit quelque chose et que je sens et que ça veut sortir, la présence de ma douleur, de corps, la présence menaçante, jamais lassante, de mon corps. » Fin de citation.
Le corps dont parle Artaud n'est pas un dedans. Il n'est pas la somme de ce que le sac de peau contiendrait comme pourriture. Je cite, « Et vraiment, le réduire à ce gaz puant, mon corps? Dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi ?» Fin de citation. À cette question sur son corps, la réponse d'Artaud est d'abord négative. Il n'est pas un contenu ni un contenant. Le corps, par contre, est présence devenue active et qui veut sortir. Le corps est corps lorsqu'il est vidé de son contenu qu'est l'esprit. Ce vidage effectué, le corps n'est pas une coquille vide, petit i de petit a, mais pure compacité. Je cite, « Je ne pouvais plus être mon corps. Je ne voulais pas être ce souffle qui tournerait à mort autour de lui jusqu'à l'extrême dissolution. Où se mettre et par où ressortir, voilà la seule et unique pensée qui tressautait dans ma gorge prise et bloquée de tous les côtés. Ni par âme, ni par esprit. Voilà ce que me jetait en passant chaque muraille de suie corporelle. Et tout cela, c'est le monde d'avant. Voilà ce que me disait chaque battement. » Fin de citation. Le monde d'avant, c'est le corps noué à l'esprit, à l'âme. La perte du langage a détruit ce lien. Et Artaud ajoute, je cite, « Le poète repensera. » Artaud ajoute, c'est le corps qui restera, sans esprit. L'esprit, c'est le malade. Fin de citation. Et je commente, le poète repensera l'articulation santé-maladie. Le corps malade étant le corps avec l'esprit, avec les mots, et le vrai corps ou corps pur, comme il l'appelle, est autre. Je cite, « Comprendre qu'il n'y a pas d'esprit sans corps, en attendant d'apprendre qu'il n'y a pas d'esprit, mais des corps. » Fin de citation, en voici une autre. Je l'ai déjà dit, le corps humain n'a pas été créé pour être malade, il n'a pas non plus été créé pour mourir, la mort est une esbrouffe. Un bluff qui n'ont jamais profité qu'aux auteurs anonymes mais vrais du livre des morts. Fin de citation. Le corps pur, c'est son expression, est sans esprit. Je cite, « Il y a une nauséabonde floculation de la vie, infectieuse de l'être, que le corps pur repousse, mais que le pur esprit admet. Et c'est cette floculation qui maintient la vie actuelle du monde dans les bas-fonds spirituels où elle ne cesse de plonger. » Fin de citation. C'est contre cet esprit qu'Artaud affirme la matérialité du corps comme présence manipulée tel un objet concret. Je cite, « Un corps macéré et piétiné, concassé et compilé par la souffrance et les douleurs de la mise en croix, comme le corps toujours vivant du Golgotha, sera supérieur à un esprit livré à tous les fantasmes de la vie intérieure, qui n'est que le levain et la graine de toutes les fantasmagories puantes, bestialisation. » Fin de citation. Artaud en arrivera même à séparer le corps de l'être et à affirmer qu'il n'est pas l'être. Je cite, « On n'est pas être, on n'existe pas, c'est ce que je pense qu'on est homme et pas être, et que l'homme n'est pas un être et ne peut pas en être un sans déchoir et sans trahir. L'homme de la chute fut un être, l'homme devint un être en tombant et avant la question de l'être ou du néant ne se posait pas. L'homme n'est pas une chose, mais un corps, qu'il est avant tout et uniquement un corps qui ne supporte pas d'être, sans éructer, sans tonner, sans baver et sans exploser. » Fin de citation. Le corps éprouvé est une douleur indiquant ce qui doit être expulsé. Le corps humain, dit-il,
est une pile électrique. Il ajoute le corps sous la peau est une usine surchauffée et encore un corps que la fièvre travaille pour l'amener à l'exacte santé. Fin de citation. Pour Artaud, le corps est intensité. Et la douleur qu'il ressent, qu'il éprouve, porte sur les organes du corps. Je cite, « Mon corps me fait très mal de tous les côtés. Qui a mal aux os comme moi, n'a qu'à penser à moi. » Fin de citation. Les organes, ainsi conçus, ne sont pas les parties fonctionnelles du corps comme le discours médical l'apprend. Les organes sont en trop. La tentative d'Artaud est de construire un corps sans organes et d'opposer corps et organisme. Je cite un peu longuement. Ça veut dire que le cerveau doit tomber. L'homme que nous sommes n'a pas été fait pour vivre avec un cerveau et ses organes collatéraux, moelle, cœur, poumon, foie, rate, sexe et estomac. Il n'a pas été fait non plus pour vivre avec une circulation sanguine, une digestion, une assimilation des glandes. Il n'a pas été fait non plus pour vivre avec les nerfs, d'une sensibilité, d'une vitalité limitée, quand sa sensibilité et sa vie sont sans fin et sans fond, comme la vie, à vie et pour la perpétuité. Fin de citation. Le poète insiste. Le corps est le corps, EST. Il est seul et n'a pas besoin d'organes. Le corps n'est jamais un organisme. Les organismes sont les ennemis du corps. Fin de citation. La mort elle-même, n'est pas vraie. Elle ne peut toucher que le corps des organes et des fonctions, et non pas le corps proprement dit. Le corps anatomique des organes et le corps ordonné par l'esprit. Chez Artaud, mot égale organe. Mot M-O-T-S. Esprit égale organisme. Affirmer le corps contre l'organisme, c'est se garantir contre l'esprit. Les organes présentifiant le triomphe de l'idée et par là de Dieu. On n'avait pas encore cité, mais vous allez voir l'importance de cette référence. Je cite, « Le corps de tout le monde dégage un épouvantable esprit, parce que voilà 4000 ans que l'homme a une anatomie qui a cessé de correspondre à sa nature. L'anatomie où nous sommes engoncés est une anatomie créée par des ânes battés, médecins et savants qui n'ont jamais pu comprendre un corps simple et qui avaient besoin pour vivre et se retrouver dans un corps qui leur répondit et qu'ils comprissent. Et ils se sont emparés du corps humain et l'ont refait suivant les principes d'une claire et saine logique, point par point, organe par organe, analytique de leur façon. » Fin de citation. Une conséquence se déduit de la nomination. Je cite, « C'est pourtant bien le fonctionnement, on pourrait dire, si logistique du corps humain tel qu'il existe actuellement, qui est la cause de toutes les maladies. » Fin de citation. Le corps d'avant les organes était différent. Je cite, « Le corps précédent était sans mesure, innommable, inconditionné. Le corps dernier vivait sous la loi de la poésie et de la musique, et celui-ci vit sous celle d'un foyer de putréfaction que vous entretenez soigneusement dans l'organisme. » Et à une autre occasion, Artaud pourra écrire. J'ai fait venir parfois à côté des têtes humaines des objets, des arbres ou des animaux, parce que je ne suis pas encore sûr des limites auxquelles le corps du moi humain peut s'arrêter. Les limites du corps, dans cette épreuve, sont floues.
Mais quelle épreuve réalise Artaud de ce corps voulu, espéré, appelé de tous ses voeux, sans organe? Que devient, je le cite, ce nouveau corps, dont il clame, je le cite, c'est que je suis le corps. Le poète en dispose-t-il? Nullement. Il fait l'épreuve terrible, cruelle, du corps-organe comme lieu et enjeu inlassable d'envoûtement. Le corps d'Artaud est un corps envoûté, et par là il lui est ôté, emporté. Il en est dessaisi par les coups, les tortures, les manœuvres des démons, sous l'effet des microbes et autres saletés. Mais qu'est-ce qu'un envoûtement? Artaud répond, c'est une manœuvre, non pas psychique, mais physique. Fin de citation. Qu'est-ce à dire? Je cite, « Un envoûtement est une influence ténébreuse, magique, portée par des corps, lancée par des corps, transmise et transférée par des séries inépuisables de corps, non pas psychiques, mais organiques, pondérables, parfaitement délimités et dessinés. » Fin de citation. Cette opération d'envoûtement est constante. Elle est ce qu'il rencontre de plus objectif. Je cite, « Non seulement les envoûtements existent, mais encore il n'y a que cela, effectivement et objectivement, qui existe. » Fin de citation. Une autre citation, « Les choses bouent 100 siècles souterrainement puis éclatent, c'est ce qu'on appelle un envoûtement. » Une autre citation, « Il en ressort que nous sommes tous envoûtés et qu'il y a une affaire de possession mondiale qui dure et n'est pas encore réglée, et ceux qui ne veulent pas le croire font partie du clan des envoûteurs. » Une autre, c'est l'envoûtement qui existe plus que la réalité. En effet, l'envoûtement est premier. Je cite, « Vous vous croyez le maître de votre corps. Non, il appartient à d'autres, à un autre, à l'autre, à cet autre. » Fin de citation. Le corps est envahi, sucé, pompé. Je cite, « Je souffrais d'un envahissement occulte de larves. Voilà des siècles que j'ai à me battre avec ces émanations de néant appelées incubes, succubes, larves, lémures. » Fin de citation. C'est parce que son corps envoûté lui est pris par un autre, lui est volé, dérobé, et qu'il en est dessaisi qu'il peut ajouter, je cite, « C'est que je n'ai pas le corps que je devrais avoir. » Fin de citation. Mais une question demeure. Et sûrement vous êtes en train de vous la poser. Mais qui donc orchestre cet envoûtement, pouvant prendre dans le délire et les hallucinations synesthésiques la forme des bouches qui mangent et dévorent? Je cite, « Voilà donc des années qu'en ce qui me concerne, mon corps sert de râtelier, de mangeoire à toute une humanité. Il ne se passe pas de minutes, de secondes, d'instants que je ne me surprenne sur un point quelconque de mon corps la présence d'un être occupé à me parasiter, c'est-à-dire à boire, manger, copuler, bâfrer sur un axe de ma vitalité. 10 000 bouches d'hommes et affres, délirantes de faim et de soif, sont autour des organes génitaux de chacun. » Fin de citation. Derrida commente le nom de celui qui est l'agent de ce vol. Dieu est donc le nom propre de ce qui nous prive de notre propre nature, de notre propre naissance, et qui par la suite à la dérobée aura toujours parlé avant nous. Je dois mourir à ma mort pour renaître immortel à la veille de ma naissance. Fin de citation. Ce commentaire est très juste, mais il tend à réduire le texte à un énoncé purement textuel, c'est-à-dire que Derrida oublie
que ce qu'écrit le poète est inséparable de la position propre du poète Artaud. À trop s'intéresser à la logique des énoncés, s'oublie le sujet fou de cette hallucination et de cette énonciation. À ce titre, le travail de Derrida, malgré son intérêt, qui est grand, ne se déprend pas d'une fascination pour l'œuvre qui finit par aveugler son lecteur. Donc oui, c'est Dieu, l'envoûteur premier. Dieu est l'esprit qui persécute. Je cite, Dieu a voulu faire croire à l'homme. Je cite encore, comment s'y prend-il? Et qu'as-tu fait de mon corps, Dieu, depuis le trou noir de ma naissance? Dieu m'a salopé, vivant, pendant toute mon existence, et cela uniquement à cause du fait que c'est moi qui étais Dieu, véritablement Dieu, moi un homme, et non le soi-disant esprit. Mon corps, oui c'est Artaud qui parle, mon corps s'est refait malgré tout contre, et à travers 1000 assauts du mal et de la haine. Et c'est ainsi qu'à force de mourir, j'ai fini par gagner une immortalité réelle. Fin de citation. Dieu, voleur, empêche Artaud d'avoir un corps, puisqu'il lui a substitué un organisme fait d'organes nommés par des mots à sa naissance. L'affirmation de la cruauté. Et par là, j'interroge un des usages que le poète fait de cette épreuve dont il parle. Le théâtre de la cruauté, expression bien connue, est une véritable élaboration conceptuelle qui aura son poids dans l'histoire du théâtre et des formes historiques de la représentation. En effet, il y a au XXe siècle, dans la pratique théâtrale, une présence indéniable d'Antonin Artaud, même si elle est aujourd'hui peut-être moins vive qu'elle ne le fut. Quel est l'enjeu de l'élaboration du poète pour lui-même? Cette cruauté qu'il va falloir dégager de son acception traditionnelle dans le lexique est une tentative de récupérer, de retrouver ce corps souffrant que Dieu envoûte, afin de créer, de faire advenir un corps sans être, sans organes, sans anatomie. La cruauté est alors à penser comme un procès de désenvoûtement. Une façon pour Artaud d'en finir, selon son expression, avec le jugement de Dieu, le voleur par excellence, par définition. Mais qu'est-ce que la cruauté? Celle dont il est question. Je cite, « C'est d'extirper par le sang, et jusqu'au sang, Dieu, le hasard bestial de l'animalité inconsciente humaine, partout où on peut le rencontrer. » Fin de citation. Mais à quoi aboutit cette cruauté? Les remarques précédentes nous y mènent. La cruauté doit produire un nouveau corps pour l'homme. Je cite, pour lui refaire son anatomie. Je dis pour lui refaire son anatomie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes. Fin de citation. Le but, produire un corps sans organes, car, je cite Artaud, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Fin de citation. Alors chacun sait
que le binôme organe et utilité physiologique est un binôme imparable en médecine. Comment se présente le résultat? Je cite, « Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous ses automatismes et rendu à sa véritable liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers comme dans le délire des balmusettes. Et cet envers sera son véritable endroit. » Fin de citation. Il s'agirait pour Artaud de revenir à ce point origine, avant Dieu et l'Esprit, d'en finir avec la parenthèse, vous vous rappelez l'expression, après la parenthèse, sans Dieu, S-A-N-G. Ce corps intensité est affirmation. Je cite, « Il est l'affirmation d'une terrible et d'ailleurs inéluctable nécessité. » Fin de citation. En procédant ainsi, le poète produirait un désenvoûtement et une nouvelle façon de sortir de cette étymologie où son nom, Artaud, est le néant. Je cite, « Immédiatement, vous verrez mon corps actuel voler un éclat et se ramasser sous 10 000 aspects notoires, un corps neuf, où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. » Fin de citation. C'est l'enjeu le plus vif de ce théâtre. Un théâtre, je cite, qui à chaque représentation aura fait gagner corporellement quelque chose. Fin de citation. Ce théâtre, cette cruauté, sont un acte, une réponse à la dispersion métonymique du délire où le corps d'Artaud, envoûté, part en 1000 morceaux. Il fout le camp. Ils sont une reconstruction ex nihilo du monde où c'est la réalité qui doit être créée, inventée. Cette création passe par le corps et le résultat en serait encore nouveau réapproprié contre le persécuteur, Dieu, et dont il est dit, je le cite, « Le corps humain est un champ de guerre où il serait bon que nous revenions. » Fin de citation. L'histoire de la cruauté est celle d'une renaissance, d'une réappropriation de ce qui fut à la naissance dérobé par le Dieu Esprit, l'histoire du corps d'Artaud comme immortel et selon son expression, l'épaisseur de mon corps vrai. Vous le savez puisque l'on connaît l'histoire du poète. Le résultat, pour Artaud lui-même, n'a pas été à la hauteur de cet enjeu d'écriture. Certes, on n'oublie pas Artaud, l'écrivain, le critique, le théoricien, le dessinateur, voir le visage émacié d'Artaud, acteur de cinéma et au théâtre. Mais lui, Artaud, le sujet Artaud, qui décédera peu de temps après avoir écrit son théâtre de la cruauté, demeurera dans les affres de ses douleurs de persécuté corporelle. Je cite, « J'ai toujours eu une vie bizarre, anormale, hors cadre. Pourquoi? D'un côté, c'est mirobolant. De l'autre, je suis un paria. » Fin de citation. Dans cette première partie, j'ai donc voulu vous faire entendre, avec la boussole que j'avais choisie de la fin de l'enseignement de Lacan, où celui-ci substitue à la sublimation comme élévation le pragmatisme de l'escabeau ouvrant aux usages, donc voulu vous nommer sa position, et dans un deuxième temps, ce sera
deuxième conférence que j'enregistrerai d'ici quelques jours, je déplierai en quoi ces travaux, ces productions, ces usages graphiques permettent de repérer ce qui fit pour Artaud Escabeau. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt pour la seconde vidéo.